Le 23 juillet 1995, une journée d'été parfaite sur la Loire, près d'Orléans, se transforme en cauchemar. Aurélie Blanchard, 19 ans, étudiante en littérature à l'Université d'Orléans, disparaît dans les eaux du fleuve lors d'une sortie en barque avec son petit ami Marc Delacroix. Pendant 17 ans, sa famille vit avec l'incertitude d'un accident tragique. Mais en 2012, une confession sur un lit de mort bouleverse tout. Henri Lefebvre, un pêcheur de 62 ans rongé par un cancer en phase terminale, révèle aux enquêteurs ce qu'il a vraiment vu ce jour fatidique sur les rives du Loir. Ce qu'il avoue à l'inspecteur Giraud transforme instantanément un accident présumé en meurtre prémédité. Comment un homme peut-il garder un tel secret pendant 17 longues années? Et pourquoi cette confession tardive révèle-t-elle l'existence d'autres crimes dissimulés dans les eaux apparemment paisibles du fleuve royal? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses, réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Orléans, préfecture du Loiret, s'étend majestueusement le long des courbes de la Loire, à 120 km au sud de Paris. Cette ville de 115 000 habitants en 1995 conserve un charme provincial authentique, marqué par l'histoire de Jeanne d'Arc et ses ruelles pavées du centre historique. Les quais de Loire, aménagés pour les promenades dominicales, attirent familles et couples qui viennent profiter de la fraîcheur du fleuve pendant les chaudes journées d'été. La famille Blanchard incarne parfaitement la bourgeoisie orléanaise de l'époque. Michel Blanchard, 48 ans, dirige une petite entreprise de matériel électrique employant 12 personnes dans la zone industrielle de la Source. Son épouse Françoise, 44 ans, enseigne les mathématiques au lycée Benjamin Franklin. Couple uni et respecté dans leur quartier résidentiel de la Source, ils ont élevé leurs 2 enfants dans les valeurs traditionnelles du travail et de l'éducation. Leur fils aîné, Sébastien, 22 ans, termine ses études d'ingénieur informatique à l'École supérieure d'ingénieurs d'Orléans. Aurélie, leur cadette de 19 ans, brille par son intelligence et sa vivacité d'esprit en 2e année de lettres modernes à l'université. Aurélie Blanchard possède cette beauté naturelle des jeunes femmes de la vallée de la Loire. Cheveux châtains, aux reflets dorés qu'elle porte souvent en queue de cheval, yeux verts pétillants de malice, sourire franc qui illumine son visage ovale. Mesurant 1,68 m, elle affiche une silhouette élancée, entretenue par ses longues promenades à vélo le long des pistes cyclables de la Loire. Passionnée de littérature française, elle rêve de devenir professeure de français et d'écrire des romans inspirés de l'histoire de sa région natale. Ses professeurs remarquent sa perspicacité dans l'analyse des textes de Balzac et de George Sand, auteurs qu'elle affectionne particulièrement. Sociable et appréciée de ses camarades de promotion, Aurélie fréquente régulièrement les cafés étudiants de la rue de Bourgogne et participe activement aux activités culturelles universitaires. Elle milite également au sein de l'association étudiante pour la protection de l'environnement ligérien, organisant des campagnes de sensibilisation sur la pollution des cours d'eau. Cette implication citoyenne révèle sa maturité précoce et son sens des responsabilités, qualité que ses parents encouragent avec fierté. En septembre 1994, lors d'une soirée organisée par l'Association des étudiants en sciences, Aurélie rencontre Marc Delacroix. Âgé de 22 ans, ce futur ingénieur en génie civil, originaire de Châteauneuf-sur-Loire, séduit immédiatement la jeune femme par son charisme et son assurance. Grand et athlétique, Marc mesure 1,85 m et pratique l'aviron au club nautique d'Orléans depuis l'adolescence. Ses cheveux bruns toujours impeccablement coiffés et ses yeux bleus perçants lui confèrent une prestance naturelle qui n'échappe pas au regard féminin sur le campus. Marc Delacroix grandit dans une famille de la petite bourgeoisie ligérienne. Son père, Jean Delacroix, 52 ans, occupe un poste de cadre comptable à la mairie de Châteauneuf-sur-Loire. Sa mère, Sylvie, 49 ans, travaille comme secrétaire médicale dans un cabinet de généraliste. Parents consciencieux mais stricts,
Ils inculquent à leur fils unique l'importance de la réussite sociale et professionnelle. Marc excelle dans ses études d'ingénieur et obtient régulièrement les meilleures notes de sa promotion, alimentant les espoirs familiaux d'une carrière brillante dans une grande entreprise parisienne. La personnalité de Marc présente toutefois des facettes plus sombres que sa façade avenante ne laisse entrevoir. Perfectionniste jusqu'à l'obsession, il supporte mal l'échec et manifeste parfois des accès de colère froide lorsque les situations lui échappent. Ses rares amis proches remarquent sa tendance à vouloir contrôler les moindres détails de sa vie sentimentale et sociale. Cette rigidité psychologique, camouflée par un charme indéniable, influence profondément sa relation naissante avec Aurélie. La rencontre entre Aurélie et Marc s'épanouit rapidement en une relation passionnée, qui fait sensation dans les cercles étudiants orléanais. Le couple devient inséparable et multiplie les sorties culturelles, les dîners dans les bistrots du centre historique et les escapades romantiques sur les rives de Loire. Marc initie Aurélie au plaisir de l'aviron et l'emmène régulièrement naviguer sur le fleuve avec l'embarcation du club nautique. Ces moments privilégiés renforcent leur complicité et créent des souvenirs que la famille Blanchard chérirait tragiquement par la suite. L'été 1995 s'annonce particulièrement radieux pour le jeune couple. Marc termine brillamment ses études d'ingénieur et décroche un stage prometteur dans une entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art. Aurélie prépare avec enthousiasme sa 3e année de lettres et envisage de rédiger un mémoire sur l'influence de la Loire dans la littérature française du XIXe siècle. L'avenir leur sourit et leurs familles respectives bénissent cette union qui semble promise à un bel épanouissement. Le dimanche 23 juillet 1995 se lève dans une douceur estivale parfaite sur la région orléanaise. Dès 6 heures du matin, le thermomètre affiche déjà 22 degrés et les météorologues annoncent une journée ensoleillée avec des températures culminant à 32 degrés en fin d'après-midi. Cette canicule précoce pour la saison pousse de nombreuses familles à rechercher la fraîcheur des bords de Loire, transformant les quais et les guinguettes en véritables fourmilières humaines. Aurélie se réveille vers 8h30 dans sa chambre de la maison familiale située rue des Murlins, dans le quartier résidentiel de la Source. Par la fenêtre ouverte, elle entend déjà les premiers tondeuses à gazon des voisins et le pépiment matinal des oiseaux dans les tilleuls de l'avenue. Après une douche rapide, elle enfile un short en jean délavé, un t-shirt blanc orné d'un motif floral et ses sandales en cuir marron, tenue décontractée parfaite pour une journée de détente au bord de l'eau. Elle glisse dans son sac en toile quelques affaires personnelles. Crème solaire, livre de poche, lunettes de soleil et un encas pour l'après-midi. Vers 9h15, Marc arrive au volant de sa Peugeot 306 blanche, cadeau de ses parents pour l'obtention de son diplôme d'ingénieur. Il klaxonne discrètement devant le portail des Blanchard pour signaler sa présence, habitude qu'il a prise pour éviter de déranger la tranquillité dominicale du quartier. Aurélie embrasse ses parents, qui terminent leur petit déjeuner dans la véranda donnant sur le jardin fleuri de rosiers et de lavandes. Michel Blanchard, en bermuda et polo, arrose méthodiquement ses tomates, tandis que Françoise, en robe d'été légère, parcourt le journal régional La République du Centre. « Amusez-vous bien les enfants, mais soyez prudents sur l'eau », recommande Françoise à sa fille, en l'embrassant affectueusement sur les 2 joues. « Marc connaît bien la Loire, maman, ne t'inquiète pas », répond Aurélie, avec ce sourire confiant qui caractérise sa joie de vivre. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une amertume insoutenable dans la mémoire de ses parents. Le couple prend la direction du club nautique d'Orléans, situé quai Sipierre, à quelques kilomètres du centre-ville. Marc a réservé une barque pour la journée, embarcation de 4 mètres de long, en bois verni, qu'il manie avec l'aisance d'un rameur expérimenté. Le responsable du club, Gérard Masson, quinquagénaire bedonnant aux mains calleuses par des décennies de travail manuel, accueille chaleureusement le jeune homme qu'il connaît depuis l'adolescence. « Alors Marc, encore une sortie romantique avec ta belle Aurélie ?» plaisante-t-il en aidant à mettre l'embarcation à l'eau. « La Loire est magnifique aujourd'hui, profitez-en. »
Mais attention aux courants près du Pont-Royal, ils sont plus forts avec cette sécheresse. Marc acquiesce en souriant. Vérifie minutieusement l'équipement de sécurité réglementaire. 2 gilets de sauvetage orange, une pagaie de secours, une écope et un sifflet d'urgence. Cette vérification méticuleuse rassure Aurélie, qui, malgré sa confiance en son petit ami, appréhende toujours légèrement les sorties en eau libre. Vers 10h45, la barque quitte l'embarcadère du club nautique et s'engage sur les flots tranquilles de la Loire. Le fleuve Royal déroule ses méandres paresseux entre les bancs de sable doré et les saules pleureurs qui trempent leurs branches dans l'eau claire. Marc rame avec régularité, muscles des bras et des épaules roulant sous sa chemise blanche entr'ouverte, tandis qu'Aurélie, installée confortablement à l'avant, laisse traîner sa main dans la fraîcheur du courant. Le paysage ligérien défile dans toute sa splendeur. Châteaux Renaissance perchés sur les collines, vignobles en terrasse, villages pittoresques aux toits d'ardoise scintillant sous le soleil. Plusieurs témoins se souviennent parfaitement de leur passage. Madame Henriette Dubray, retraitée de 68 ans qui promène quotidiennement son épagneul breton sur le chemin de halage, les aperçoit vers 11h15 près de l'île Charlemagne. Ils avaient l'air si heureux, se rappelle-t-elle lors de son témoignage initial. La jeune fille riait aux éclats et photographiait le paysage avec un petit appareil. Lui ramait tranquillement, il semblait profiter pleinement de cette belle matinée. Cette observation innocente acquiert une dimension tragique à la lumière des événements ultérieurs. Jean-Claude Mercier, pêcheur chevronné de 54 ans, installé depuis l'aube près du pont de l'Europe, confirme leur passage vers midi moins le quart. Marc m'a fait un signe de la main, raconte-t-il aux gendarmes quelques heures plus tard. Je le connais bien, c'est un gars sérieux, pas du genre à prendre des risques inutiles. Sa copine paraissait détendue, elle lisait un livre, tout semblait normal. Le pêcheur précise que les conditions météorologiques et fluviales étaient idéales. Vent faible, visibilité excellente, niveau d'eau convenable malgré la sécheresse estivale. Marc conduit l'embarcation vers un secteur plus isolé, en amont d'Orléans, près du hameau de Marigny-les-Usages. Cette zone, moins fréquentée par les plaisanciers dominicaux, offre des berges ombragées propices au pique-nique et à la détente. Le couple amarre la barque vers 13h à un pieu en bois planté dans la rive vaseuse, sous les frondaisons d'un grand chêne centenaire. Aurélie étale une nappe à carreaux rouges et blancs sur l'herbe tendre et déballe leur déjeuner frugal. Sandwich au jambon, fromage de chèvre du marché, fruits de saison et bouteilles de Sancerre blanc gardées au frais dans une glacière. Le repas se déroule dans la bonne humeur habituelle du couple. Marc raconte avec enthousiasme ses projets professionnels et évoque la possibilité d'un emploi à Paris dans une grande entreprise de génie civil. Aurélie partage ses réflexions sur ses lectures estivales et ses ambitions littéraires. Ils planifient leurs vacances d'août en Bretagne, chez les grands-parents maternels d'Aurélie, séjour qu'ils attendent avec impatience. Cette conversation banale contraste douloureusement avec le drame qui se prépare insidieusement. Vers 15h, la chaleur devient accablante malgré l'ombre des arbres. Aurélie propose une baignade rafraîchissante, suggestion que Marc accueille avec un enthousiasme apparent. Ils remballent rapidement leur pique-nique et remettent la barque à flot pour rejoindre une zone plus profonde, propice à la natation. Marc rame sur environ 200 mètres vers le chenal principal, là où la Loire atteint 4 à 5 mètres de profondeur, selon les cartes marines de l'époque. C'est à ce moment précis que l'histoire bascule dans l'horreur, selon la version officielle que Marc livrera aux enquêteurs quelques heures plus tard. Aurélie, vêtue de son maillot de bain bleu marine, plonge la première dans l'eau tiède du fleuve. Elle nage quelques brasses autour de l'embarcation, éclaboussant Marc qui l'observe depuis la barque avec un sourire complice. « L'eau est délicieuse !» s'exclame-t-elle joyeusement, cheveux plaqués sur le crâne, visage rayonnant de bonheur. Ces mots resteront gravés dans la mémoire de Marc, comme un reproche éternel. Soudain, selon sa déclaration initiale, Aurélie disparaît sous la surface sans cri d'alerte, sans signe de détresse apparente. Marc prétend avoir d'abord cru à une plaisanterie, sa petite amie ayant l'habitude de faire l'apnée pour l'inquiéter en feignant la noyade.
Mais les secondes s'égrènent et la jeune femme ne refait pas surface. L'angoisse s'empare du jeune homme qui plonge immédiatement à sa recherche, fouillant désespérément les eaux troubles dans un rayon de plus en plus large autour de l'embarcation. « J'ai plongé je ne sais combien de fois », témoignera-t-il aux gendarmes, la voix brisée par l'émotion. « Je l'appelais, je cherchais partout, mais les eaux étaient trop sales, on ne voyait rien à 50 centimètres sous la surface. J'ai même tenté de sonder le fond avec la pagaie, pensant qu'elle était peut-être coincée dans des branches ou des pierres. » Cette version, livrée avec une sincérité apparente qui convainc initialement les enquêteurs, masque une réalité autrement plus sombre que révélera la confession tardive d'Henri Lefebvre. Vers 16h30, Marc regagne péniblement la rive et alerte les secours depuis le premier téléphone public trouvé au village de Marigny-les-Usages. Sa voix tremblante et son état de choc apparent impressionnent les premiers interlocuteurs. Les pompiers d'Orléans et l'unité de plongeurs de la gendarmerie de Montargis sont immédiatement mobilisés. L'hélicoptère de la protection civile survole la zone pendant des heures, scrutant la surface du fleuve à la recherche du moindre indice. Les premières recherches s'organisent selon un protocole rigoureux sous la direction du capitaine de gendarmerie Patrick Moreau, officier expérimenté de 42 ans, spécialisé dans les accidents nautiques. Une cinquantaine d'hommes ratissent méthodiquement les berges sur plusieurs kilomètres en aval du point de disparition, tandis que les plongeurs explorent systématiquement les fonds vaseux de la Loire. Des bénévoles locaux rejoignent spontanément les opérations, illustrant la solidarité communautaire face au drame qui frappe une famille appréciée de tous. Michel et Françoise Blanchard, prévenus vers 17h par les gendarmes, arrive sur les lieux dans un état d'angoisse indescriptible. Françoise s'effondre en larmes dans les bras de son mari qui tente de conserver une face facade de force malgré sa propre détresse. Il réconforte Marc, prostré sur un banc de l'embarcadère improvisé, jeune homme qu'ils considèrent déjà comme leur gendre et dont ils ne remettent pas en question la version des faits. Cette confiance familiale rend encore plus abjecte la véritable nature des événements qui ne sera révélée que 17 ans plus tard. Ce premier jour de recherche s'achève sans résultat concret vers 21h, lorsque l'obscurité rend les opérations dangereuses. Les équipes de secours promettent de reprendre les investigations dès l'aube, mais le capitaine Moreau confie déjà à ses proches collaborateurs que les chances de retrouver Aurélie vivante sont désormais quasi nulles. Les courants de la Loire, en période d'étiage, peuvent emporter un corps sur plusieurs dizaines de kilomètres, compliquant considérablement les recherches dans cette vaste étendue fluviale. Les recherches se poursuivent intensivement pendant 11 jours consécutifs, mobilisant des moyens considérables pour une disparition en milieu fluvial. Chaque matin, dès 6h, les équipes de plongeurs reprennent leurs investigations méthodiques dans les eaux brunes de la Loire. L'hélicoptère de la sécurité civile survole inlassablement le fleuve de Marigny-les-Usages jusqu'à Châteauneuf-sur-Loire, scrutant les moindres anomalies à la surface de l'eau. Des chiens spécialement dressés pour la recherche de noyés explorent chaque berge, chaque bras mort, chaque zone d'atterrissement où un corps pourrait s'échouer. Le 3 août 1995, le capitaine Moreau prend la lourde décision d'interrompre officiellement les recherches actives. Aucune trace d'Aurélie Blanchard n'a été retrouvée malgré l'exploration minutieuse de plus de 40 kilomètres de fleuve et l'interrogatoire systématique de tous les témoins potentiels. Cette décision administrative, bien que compréhensible sur le plan logistique, plonge la famille dans un abîme de souffrance et d'incompréhension. Comment une jeune femme peut-elle disparaître aussi totalement sans laisser le moindre indice de son sort? Michel Blanchard refuse catégoriquement d'accepter cette fatalité. Dès le lendemain de l'arrêt des recherches officielles, il organise ses propres battues avec l'aide de proches, d'amis et de bénévoles touchés par le drame familial. Chaque week-end, pendant des mois, ses équipes improvisées arpentent les rives de la Loire armées de jumelles et d'appareils photo, espérant découvrir l'indice que les professionnels auraient négligé.
Michel investit ses économies personnelles dans la location d'un bateau pneumatique et apprend rudimentairement les techniques de sondage sous-marin, transformant sa quête désespérée en véritable obsession. Françoise Blanchard sombre progressivement dans une dépression sévère qui nécessite un arrêt de travail prolongé. Cette femme dynamique et équilibrée, pilier de sa famille, devient l'ombre d'elle-même. Elle passe des heures dans la chambre d'Aurélie, conservée en l'état comme un sanctuaire figé dans le temps. Les vêtements de sa fille pendent toujours dans l'armoire. Ses livres de cours s'accumulent sur le bureau. Son parfum flotte encore dans l'air confiné de la pièce. Françoise développe un rituel quotidien pathétique. Elle place le couvert d'Aurélie à table pour chaque repas, comme si sa fille allait surgir à tout moment pour reprendre sa place habituelle. Le couple Blanchard consulte plusieurs médiums et voyants dans un élan de désespoir qui illustre leur détresse psychologique. Ces charlatans profitent cyniquement de leur vulnérabilité pour extorquer des sommes importantes en échange de révélations fantaisistes sur le sort d'Aurélie. L'un d'eux prétend la voir captive dans un lieu sombre près de l'eau. Un autre affirme qu'elle vit cachée dans une grande ville par peur de quelque chose. Ces mensonges cruels entretiennent de faux espoirs et retardent le processus de deuil nécessaire à la reconstruction familiale. Marc Delacroix, officiellement considéré comme la dernière personne à avoir vu Aurélie vivante, subit également les contre-coups psychologiques de la tragédie. Selon sa version des faits, constamment répétée aux enquêteurs et à l'entourage, il se sent rongé par la culpabilité de n'avoir pas pu sauver sa petite amie. Cette culpabilité apparente, qui convainc initialement tout le monde de sa sincérité, masque en réalité une satisfaction secrète et morbide que révélera seulement la confession tardive d'Henri Lefebvre en 2012. Les premiers mois suivant la disparition, Marc multiplie les gestes compatissants envers la famille Blanchard. Il rend visite quotidiennement aux parents éplorés, participe activement aux recherches bénévoles organisées par Michel et finance personnellement l'impression de milliers d'affiches placardées dans toute la région centre. Cette générosité ostentatoire renforce la confiance que lui portent les proches d'Aurélie et écarte définitivement les éventuels soupçons qui auraient pu peser sur lui. Sébastien Blanchard, le frère aîné d'Aurélie, interrompt ses études d'ingénieur informatique pour soutenir ses parents dans cette épreuve. Jeune homme responsable et mature, il assume progressivement le rôle de chef de famille que son père, trop accaparé par ses recherches obsessionnelles, ne peut plus tenir. Sébastien gère les démarches administratives liées à la disparition, coordonne les relations avec les enquêteurs et tente de préserver un semblant de normalité dans le quotidien familial dévasté. L'enquête officielle piétine rapidement faute d'éléments tangibles. Le capitaine Moreau explore méthodiquement toutes les pistes possibles. Accident de natation, malaise cardiaque, suicide, enlèvement, fuite volontaire. Chaque hypothèse est examinée avec rigueur, mais aucune ne résiste à l'analyse factuelle. Aurélie ne présentait aucun trouble psychologique susceptible de motiver un suicide. Ses relevés bancaires n'indiquent aucun retrait important précédant sa disparition. Aucune demande de rançon n'est formulée par d'hypothétiques ravisseurs. Le témoignage de Marc, interrogé à plusieurs reprises, ne révèle aucune contradiction significative. Le jeune homme décrit avec précision le déroulement de cette journée fatidique, fournit des détails cohérents sur les horaires et les lieux, et manifeste une émotion qui paraît sincère aux enquêteurs. Son casier judiciaire vierge, sa réputation irréprochable et l'absence totale de mobile apparent écartent rapidement l'hypothèse criminelle de l'esprit des gendarmes. Pourtant, certains détails auraient dû interpeller les enquêteurs s'ils avaient été plus attentifs. Henri Lefebvre, pêcheur solitaire de 45 ans bien connu des riverains de la Loire, modifie subitement ses habitudes après le 23 juillet 1995. Cet homme taciturne qui fréquentait quotidiennement les berges du fleuve depuis son adolescence cesse brusquement de pêcher dans le secteur de Marigny-les-Usages. Quand ses compagnons de pêche s'étonnent de ce changement,
Henri invoque vaguement des mauvais souvenirs liés à la disparition de la jeune fille, explication qui satisfait l'entourage sans éveiller de soupçons particuliers. Au fil des mois, la médiatisation du cas s'estompe progressivement. Les journaux locaux cessent de publier des articles sur l'affaire Blanchard, les émissions télévisées de faits divers passent à d'autres drames plus récents. L'opinion publique orléanaise finit par accepter la fatalité d'un accident tragique sur la Loire. Cette banalisation progressive du drame ajoute à la souffrance de la famille, qui se sent abandonnée par une société indifférente à son malheur persistant. Marc Delacroix, quant à lui, reprend graduellement le cours normal de son existence. En septembre 1996, soit 13 mois après la disparition d'Aurélie, il accepte un poste d'ingénieur dans une entreprise de travaux publics implantée à Montargis. Ce déménagement professionnel, justifié par des opportunités de carrière, lui permet de s'éloigner géographiquement du théâtre du drame et des souvenirs douloureux qui y sont associés. La famille Blanchard interprète cette décision comme une fuite compréhensible face à un environnement trop chargé émotionnellement. En réalité, cette relocalisation répond à une stratégie délibérée d'effacement des traces et de reconstruction d'une nouvelle identité sociale. Marc s'installe dans un appartement moderne du centre-ville de Montargis et s'intègre rapidement dans les cercles professionnels et associatifs locaux. Ses nouveaux collègues et amis ignorent tout de son passé tragique, Marc ayant délibérément occulté l'épisode Aurélie de ses conversations et confidences. Cette amnésie volontaire lui permet de séduire sans entrave plusieurs jeunes femmes qui succombent à son charme superficiel. En mai 1998, Marc épouse Carole Beaumont, secrétaire de direction de 26 ans, rencontrée dans son entreprise. Cette union précipitée surprend les rares connaissances orléanaises qui conservent des liens avec lui, mais elle s'explique par sa volonté de tourner définitivement la page du passé. Carole, jeune femme naïve et amoureuse, ne soupçonne pas la véritable personnalité de son époux et se laisse abuser par ses déclarations d'amour passionnées. Le couple Delacroix s'installe dans une maison individuelle de la banlieue de Montargis et adopte rapidement le mode de vie de la petite bourgeoisie provinciale. Marc gravit les échelons hiérarchiques de son entreprise grâce à ses compétences techniques et sa capacité relationnelle, devenant chef de projet puis directeur adjoint en l'espace de quelques années. Cette réussite professionnelle conforte l'image respectable qu'il cultive soigneusement dans son nouvel environnement social. Parallèlement, la famille Blanchard s'enlise dans une routine morbide rythmée par l'espoir déçu et la résignation progressive. Chaque anniversaire de la disparition ravive les blessures, à peine cicatrisées, et relance les interrogations lancinantes sur le sort d'Aurélie. Françoise développe des troubles obsessionnels compulsifs qui se manifestent par des vérifications incessantes. Elle appelle quotidiennement les hôpitaux de la région pour s'enquérir d'éventuelles admissions correspondant au profil de sa fille, consulte les avis de recherche diffusés dans toute la France, scrute les visages des inconnus croisés dans la rue avec l'espoir fou de reconnaître les traits d'Aurélie. Michel Blanchard investit dans du matériel de détection sous-marine et obtient un permis de navigation fluviale pour poursuivre ses recherches personnelles. Chaque week-end, par tous les temps, il navigue sur la Loire avec son sonar de fortune, espérant localiser les restes de sa fille dans les fonds vaseux du fleuve. Cette quête obsessionnelle mine sa santé physique et mentale, transformant cet homme énergique en spectre hanté par une mission impossible. Ses employés remarquent sa baisse de concentration au travail, ses absences répétées et son irritabilité croissante, symptômes d'une dépression masquée qu'il refuse obstinément de soigner. 17 années s'écoulent dans cette souffrance sourde et cette incertitude corrosive qui ronge inexorablement la famille Blanchard. Le temps, censé apaiser les douleurs, n'a fait qu'ancrer davantage l'obsession du mystère non résolu dans l'esprit des parents éplorés. Michel, désormais âgé de 65 ans, a pris une retraite anticipée pour se consacrer entièrement à ses recherches. Françoise, prématurément vieillie par le chagrin, survit grâce aux antidépresseurs et à un suivi psychiatrique régulier.
Le mardi 8 mai 2012, Henri Lefebvre, pêcheur retraité de 62 ans, ressent les premières douleurs abdominales qui l'alertent sur la gravité de son état de santé. Cet homme robuste, habitué aux rudes conditions de la pêche en toute saison, minimise initialement ses symptômes qu'il attribue à une mauvaise alimentation ou à un excès de fatigue. Mais l'intensité croissante des douleurs et l'apparition de vomissements inquiétants le contraignent à consulter son médecin traitant, le docteur Philippe Roux, installé à Châteauneuf-sur-Loire. Les examens médicaux révèlent sans ambiguïté la présence d'un cancer du pancréas en phase terminale, pathologie particulièrement agressive qui ne laisse que quelques mois d'espérance de vie au patient. Cette annonce brutale frappe Henri comme un coup de massue et déclenche chez lui une profonde remise en question de son existence passée. Face à l'imminence de la mort, les secrets enfouis depuis des années remontent à la surface de sa conscience avec une acuité douloureuse. Henri Lefebvre vit seul depuis le décès de son épouse, Martine, en 2006, emportée par un cancer du sein après 2 années de lutte acharnée contre la maladie. Ce veuvage prématuré a accentué son caractère solitaire et renfermé, l'incitant à fuir les contacts sociaux pour se réfugier dans la solitude de ses parties de pêche sur la Loire. Ses rares amis le décrivent comme un homme intègre mais taciturne, peu enclin aux confidences et aux épanchements émotionnels. Pourtant, derrière cette façade de simplicité rustique se cache un homme rongé par un secret terrifiant qu'il porte depuis le 23 juillet 1995. Ce jour fatidique, Henri pêchait discrètement la carpe dans une anse isolée de la Loire, en amont du secteur de Marigny-les-Usages, lorsqu'il a été témoin involontaire d'une scène qui a bouleversé à jamais sa tranquillité d'esprit. Dissimulé derrière un rideau de saules pleureurs qui masquait sa présence, il a assisté impuissant au meurtre d'Aurélie Blanchard par Marc Delacroix. Cette révélation, qu'Henri gardera secrète pendant 17 longues années, explique son changement radical de comportement après la disparition de la jeune fille. La culpabilité de son silence complice l'a hanté quotidiennement, transformant ses sorties de pêche en véritable supplice psychologique. Chaque passage sur les lieux du crime ravivait le souvenir de cette scène atroce et renforçait son sentiment d'avoir trahi la mémoire d'Aurélie par sa lâcheté. L'annonce de sa maladie mortelle libère soudain la parole d'Henri, qui comprend que ses jours sont désormais comptés. La perspective de mourir en emportant ce secret dans la tombe devient insupportable à sa conscience chrétienne. Élevé dans les valeurs catholiques traditionnelles de la France rurale, Henri ressent l'impérieux besoin de confesser sa vérité pour obtenir le pardon divin et trouver la paix avant son trépas. Le jeudi 17 mai 2012, Henri Lefebvre se présente spontanément à la brigade de gendarmerie d'Orléans et demande à s'entretenir avec l'officier responsable des affaires criminelles. L'adjudant-chef Bernard Giraud, quinquagénaire expérimenté qui a succédé au capitaine Moreau, parti à la retraite en 2008, reçoit ce visiteur imprévu avec la courtoisie professionnelle habituelle. L'apparence physique d'Henri, teint cireux, amaigrissement visible, tremblements intermittents, trahit immédiatement la gravité de son état de santé. « Monsieur le gendarme, j'ai quelque chose d'important à vous dire concernant la disparition d'Aurélie Blanchard en 1995, déclare Henri d'une voix tremblante mais déterminée. Ces mots glacent le sang de l'adjudant-chef Giraud, qui se souvient parfaitement de cette affaire non élucidée qui a marqué sa carrière débutante. L'enquêteur fait immédiatement installer Henri dans une salle d'interrogatoire et lance l'enregistrement vidéo réglementaire, pressentant qu'il va recueillir un témoignage capital. Henri Lefebvre raconte alors, avec une précision troublante malgré l'émotion qui l'étreint, ce qu'il a réellement vu ce dimanche 23 juillet 1995 sur les rives de la Loire. Son témoignage d'une cohérence implacable reconstitue minute par minute le déroulement du crime et révèle la véritable personnalité de Marc Delacroix. Cette confession tardive transforme instantanément un accident présumé en homicide volontaire et relance une enquête judiciaire que tout le monde croyait définitivement close.
La confession d'Henri Lefebvre plonge l'adjudant-chef Giraud dans un état de stupéfaction professionnelle. Cet enquêteur chevronné, fort de 28 années d'expérience dans la gendarmerie, n'a jamais été confronté à un témoignage aussi bouleversant sur une affaire qu'il croyait définitivement classée. Les détails livrés par le pêcheur moribond correspondent parfaitement aux éléments du dossier original et apportent enfin la clé de l'énigme qui a obsédé les enquêteurs pendant des années. Selon Henri, ce dimanche 23 juillet 1995, il avait installé son matériel de pêche dès l'aube dans une anse discrète située à environ 500 mètres en amont du lieu officiel de disparition. Cette position stratégique, masquée par une végétation dense de saules et de roseaux, lui offrait une vue dégagée sur le secteur de Marigny-les-Usages, tout en préservant sa tranquillité habituelle. Pêcheur solitaire par nature, Henri appréciait particulièrement ces postes isolés qui lui permettaient d'exercer sa passion sans être dérangé par les promeneurs dominicaux. Vers 15h30, Henri aperçoit la barque de Marc et Aurélie, qui remonte le courant pour rejoindre la zone de baignade. Le couple semble détendu et insouciant, échangeant des plaisanteries que le vent porte jusqu'aux oreilles du pêcheur. Aurélie porte son maillot de bain bleu marine, et ses cheveux châtains flottent librement sur ses épaules. Marc, torse nu, rame avec la régularité mécanique de l'habitué de l'aviron. Cette scène banale de bonheur estival ne laisse rien présager du drame imminent. La barque s'immobilise à environ 200 mètres de la cachette d'Henri, dans le chenal principal où la profondeur avoisine les 4 mètres. Aurélie plonge la première dans l'eau tiède et nage quelques brasses autour de l'embarcation en riant aux éclats. Marc l'observe depuis la barque avec une expression que la distance empêche Henri de distinguer clairement. Pendant plusieurs minutes, la situation paraît parfaitement normale et innocente. Soudain, Marc plonge à son tour et rejoint Aurélie au milieu du chenal. Les deux jeunes gens nagent côte à côte en direction de la rive opposée, échangeant quelques mots que Henri ne peut saisir à cette distance. C'est alors que la situation bascule dans l'horreur, de manière aussi brutale qu'inattendue. Marc saisit brusquement Aurélie par les cheveux et la maintient sous la surface de l'eau malgré ses débattements désespérés. Henri, tétanisé par ce qu'il observe, met plusieurs secondes à réaliser la gravité de la scène qui se déroule sous ses yeux. Le pêcheur, homme simple peu habitué aux situations de crise, reste figé derrière son rideau de végétation sans parvenir à réagir efficacement. La distance qui le sépare du lieu du crime, environ 200 mètres d'eau libre, et sa médiocre condition physique de quinquagénaire sédentaire rendent toute intervention de secours impossible dans l'immédiat. Aurélie se débat violemment pendant ce qui paraît une éternité à Henri, battant l'eau de ses bras et tentant désespérément de remonter à la surface. Mais Marc, jeune homme athlétique entraîné par des années d'aviron, maintient sa prise avec une détermination froide et calculée. Progressivement, les mouvements d'Aurélie faiblissent, puis cessent complètement. Marc continue à la maintenir immergée pendant de longues minutes supplémentaires pour s'assurer de la réussite de son acte criminel. Une fois certain de la mort de sa victime, Marc relâche le corps inerte d'Aurélie qui coule lentement vers les fonds vaseux de la Loire. Le jeune homme nage alors vers la rive en simulant parfaitement l'affolement et la détresse d'un témoin impuissant d'un accident tragique. Ses cris de désespoir apparent et ses plongées répétées à la recherche du corps complètent une mise en scène d'un réalisme saisissant qui abusera tous les témoins ultérieurs. Henri Lefebvre, bouleversé par ce spectacle atroce, demeure prostré dans sa cachette pendant près d'1 heure sans parvenir à coordonner ses pensées. La brutalité de la scène et l'habileté de Marc à simuler l'innocence paralysent complètement sa capacité de réaction. Quand il recouvre enfin ses esprits, les secours sont déjà arrivés sur les lieux et l'enquête officielle commence sous la direction du capitaine Moreau. L'adjudant-chef Giraud interrompt régulièrement le récit d'Henri pour vérifier la cohérence de ses déclarations avec les éléments du dossier original. Chaque détail livré par le témoin tardif correspond parfaitement aux constatations de l'époque. Horaire, conditions météorologiques, position de la barque, vêtements portés par les protagonistes.
Cette concordance troublante confirme l'authenticité du témoignage et dissipe les derniers doutes sur sa véracité. Mais pourquoi Henri a-t-il gardé le silence pendant 17 années alors qu'il détenait la clé de l'énigme? Cette question cruciale torture l'adjudant-chef Giraud, qui peine à comprendre les motivations d'un tel mutisme face à l'injustice criante subie par la famille Blanchard. La réponse d'Henri révèle la complexité psychologique d'un homme simple, confronté à une situation qui dépassait totalement son entendement. « J'étais terrorisé », avoue Henri en sanglotant. Marc m'avait vu dans ma cachette quand il a regagné la rive. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec une expression, diabolique. J'ai compris qu'il savait que j'avais tout vu et qu'il n'hésiterait pas à me tuer si je parlais. Cet homme n'avait plus rien d'humain, c'était devenu un monstre froid et calculateur. Cette explication, livrée avec une sincérité poignante, éclaire la personnalité véritable de Marc Delacroix et les méthodes d'intimidation qu'il a employées pour préserver son secret. Au fil des semaines suivant le crime, Marc a entretenu cette pression psychologique sur Henri par des visites apparemment amicales, mais en réalité menaçantes. Prétextant sa passion commune pour la pêche, le jeune homme rendait régulièrement visite aux témoins gênants pour s'assurer de son silence. Ces rencontres, toujours cordiales en surface, véhiculaient des messages implicites mais parfaitement clairs sur les conséquences dramatiques que subirait Henri s'il révélait la vérité. Il me parlait de sa douleur, de son chagrin, de sa culpabilité de n'avoir pas pu sauver Aurélie, raconte Henri avec amertume, mais ses yeux restaient froids comme ceux d'un reptile. Il me demandait si j'avais vu quelque chose d'anormal ce jour-là, si j'avais remarqué des détails qui pourraient aider l'enquête. Je comprenais parfaitement le sous-entendu. Il me testait, il vérifiait ma loyauté à son mensonge. Ces manipulations psychologiques révèlent la perversité profonde de Marc et sa capacité à instrumentaliser la peur pour préserver son impunité. L'adjudant-chef Giraud réalise progressivement l'ampleur de la machination orchestrée par Marc Delacroix. Non seulement ce dernier a assassiné sa petite amie de sang-froid, mais il a également organisé méthodiquement la dissimulation de son crime, en intimidant le seul témoin oculaire. Cette double dimension, criminelle et manipulatrice, place l'affaire dans la catégorie des homicides les plus prémédités et les plus cyniques que le gendarme ait eu à traiter dans sa carrière. La confession d'Henri Lefebvre soulève également des questions troublantes sur les motivations du crime. Pourquoi Marc a-t-il assassiné Aurélie alors que leur relation semblait harmonieuse aux yeux de tous ? Cette interrogation fondamentale nécessite une enquête approfondie sur la personnalité réelle des protagonistes et les circonstances précises qui ont précédé le drame. L'adjudant-chef Giraud pressent que la véritable histoire du couple Delacroix-Blanchard recèle des zones d'ombre insoupçonnées qui expliqueront rétrospectivement la tragédie du 23 juillet 1995. L'adjudant-chef Giraud transmet immédiatement la confession d'Henri Lefebvre au procureur de la République d'Orléans, maître Catherine Roussel, magistrate expérimentée de 52 ans, spécialisée dans les affaires criminelles complexes. Cette juriste rigoureuse, réputée pour sa perspicacité et sa détermination, ordonne sans délai la réouverture officielle de l'enquête sur la disparition d'Aurélie Blanchard. Un mandat d'arrêt est lancé contre Marc Delacroix pour homicide volontaire, marquant la fin de 17 années d'impunité pour le criminel. Le mardi 22 mai 2012, à 6 heures du matin, une équipe de gendarmes de la section de recherche d'Orléans se présente au domicile de Marc Delacroix à Montargis. L'homme de 39 ans, réveillé en sursaut par les coups frappés à sa porte, découvre avec stupéfaction les enquêteurs qui brandissent son mandat d'arrêt. Son épouse Carole, enceinte de leur deuxième enfant, assiste médusée à l'interpellation de son mari qu'elle croyait connaître parfaitement. Marc tente d'abord de nier en bloc les accusations portées contre lui, invoquant l'absurdité de ses révélations tardives et mettant en doute la crédibilité d'Henri Lefebvre. Ce vieux fou raconte n'importe quoi pour se rendre intéressant avant de mourir. S'écrie-t-il avec une indignation qui sonne faux aux oreilles des enquêteurs expérimentés. Mais sa façade de respectabilité s'effrite rapidement sous la pression de l'interrogatoire mené par l'adjudant-chef Giraud.
Les enquêteurs révèlent progressivement à Marc l'extraordinaire précision du témoignage d'Henri, détaillant chaque élément de la reconstitution du crime avec une exactitude troublante. Face à cette accumulation de preuves testimoniales concordantes, Marc comprend que son secret, si soigneusement gardé pendant 17 ans, vient d'exploser au grand jour. L'étau se resserre inexorablement autour de lui, et sa stratégie de déni devient insoutenable. L'adjudant-chef Giraud joue habilement sur la psychologie de Marc en évoquant la souffrance interminable de la famille Blanchard et l'injustice criante de leur calvaire prolongé. Vous avez laissé ses parents se détruire pendant 17 ans en sachant parfaitement que leur fille était morte par votre faute, assène-t-il avec une froideur professionnelle implacable. Vous avez assisté à leurs recherches désespérées, à leur consultation chez les charlatans, à leur déchéance psychologique, sans jamais éprouver la moindre compassion. Cette pression psychologique finit par fissurer la carapace émotionnelle de Marc, qui s'effondre soudainement après 8 heures d'interrogatoire. Les larmes qu'il verse ne traduisent pas le remords sincère d'un criminel repentant, mais plutôt la frustration amère de voir s'écrouler la nouvelle existence qu'il avait patiemment construite sur les ruines de son crime. « Vous ne pouvez pas comprendre », murmure-t-il d'une voix brisée. « Vous ne savez pas ce que j'ai vécu avec elle, vous ignorez tout de ce qu'elle était vraiment. » Marc Delacroix livre alors sa version des événements qui révèle enfin les véritables motivations de son acte criminel. Contrairement aux apparences trompeuses d'un couple idyllique, la relation entre Marc et Aurélie traversait une crise profonde dans les semaines précédant le drame. Cette crise, soigneusement dissimulée à l'entourage familial et amical, trouvait sa source dans la découverte par Marc de l'infidélité de sa petite amie. En juin 1995, Marc surprend Aurélie en conversation téléphonique intime avec un autre homme dont l'identité lui demeure mystérieuse. Les bribes de conversation qu'il saisit révèlent l'existence d'une liaison amoureuse parallèle qui dure depuis plusieurs mois à son insu. Cette trahison ébranle profondément l'ego surdimensionné de Marc, qui ne supporte pas l'idée d'être trompé par celle qu'il considère comme sa propriété exclusive. Obsédé par cette découverte, Marc entreprend de surveiller discrètement les faits et gestes d'Aurélie pour identifier son rival et comprendre l'ampleur de sa duplicité. Il fouille ses affaires personnelles, surveille ses communications téléphoniques, épie ses déplacements avec une méthode digne d'un détective privé. Cette enquête clandestine lui confirme l'existence d'une double vie sentimentale qu'Aurélie mène avec un art consommé de la dissimulation. Le 15 juillet 1995, soit 8 jours avant le drame final, Marc découvre dans le sac à main d'Aurélie un test de grossesse positif qu'elle dissimule soigneusement à sa connaissance. Cette révélation constitue le déclencheur psychologique qui transforme sa jalousie maladive en rage meurtrière. Marc réalise que sa petite amie est enceinte d'un autre homme et qu'elle envisage probablement de quitter leur relation pour vivre cette grossesse avec son véritable amour. « Elle se moquait de moi depuis des mois », confie Marc aux enquêteurs avec une amertume palpable. Elle jouait la comédie de la petite amie parfaite alors qu'elle portait l'enfant d'un autre. Elle comptait me quitter après m'avoir utilisé comme couverture respectable pour ses parents. Je n'étais qu'un pantin dans sa stratégie de mensonge. Cette version des faits, teintée de narcissisme pathologique, révèle l'incapacité de Marc à accepter sa responsabilité dans l'échec de leur relation. L'adjudant-chef Giraud pousse Marc à détailler les circonstances exactes du crime pour compléter la reconstitution judiciaire. Selon l'aveu du meurtrier, la sortie en barque du 23 juillet était délibérément organisée pour créer l'opportunité d'éliminer Aurélie dans des conditions favorables à la simulation d'un accident. Marc avait minutieusement planifié ce meurtre en choisissant un secteur isolé de la Loire, propice à la noyade et éloigné des témoins potentiels. Ce dimanche matin, Marc aborde frontalement le sujet de la grossesse clandestine avec Aurélie pendant leur pique-nique sur les rives du fleuve. La jeune femme, prise au dépourvu par cette révélation, tente d'abord de nier puis finit par avouer la vérité sur sa liaison extra-conjugale.
Elle confesse être amoureuse d'un étudiant en médecine de Tours, rencontré lors d'un séminaire universitaire, et confirme sa volonté de rompre avec Marc pour construire sa vie avec le père de son enfant. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé, que j'étais juste un bon parti pour rassurer ses parents, poursuit Marc avec une rancœur qui transperce encore sa voix après 17 ans. Elle riait de ma naïveté, de ma confiance aveugle en elle. Elle se vantait de m'avoir manipulé comme un enfant depuis le début de notre relation. Ces déclarations, même si elles traduisent la vision déformée d'un pervers narcissique, éclairent les derniers instants de la vie d'Aurélie. La confrontation verbale dégénère rapidement en dispute violente qui culmine lors de la baignade de l'après-midi. Marc, rongé par une jalousie destructrice et humilié par les révélations d'Aurélie, perd totalement le contrôle de ses émotions quand elle lui annonce son intention de révéler la vérité à leurs familles respectives dès leur retour à Orléans. Cette perspective d'être publiquement désavoué et ridiculisé déclenche chez lui une pulsion meurtrière irrépressible. « Je l'ai tué dans un moment de folie », prétend Marc en tentant de minimiser la préméditation de son acte. « Je ne supportais plus ses mensonges, ses humiliations, sa façon de détruire tout ce que j'avais construit. Quand elle a menacé de tout raconter à nos parents, j'ai perdu la tête. » Cette version minimisée de la réalité ne trompe pas les enquêteurs qui identifient clairement les signes d'un homicide prémédité et non d'un crime passionnel impulsif. L'adjudant-chef Giraud confronte Marc aux incohérences de sa défense en soulignant la froide détermination dont il a fait preuve pour maintenir Aurélie sous l'eau pendant plusieurs minutes. Un accès de colère ne dure pas assez longtemps pour noyer quelqu'un délibérément, observe-t-il avec pertinence. Vous avez eu tout le temps de réaliser la gravité de votre geste et de libérer votre victime, mais vous avez choisi de poursuivre votre acte jusqu'à son terme fatal. Marc se trouve également confronté à la reconstitution précise d'Henri Lefebvre, qui démontre sa parfaite maîtrise de la situation après le meurtre. Sa simulation de l'affolement, ses plongées fictives à la recherche du corps, ses cris de détresse parfaitement calibrés révèlent une capacité de manipulation psychologique incompatible avec un crime passionnel spontané. Cette mise en scène élaborée trahit un esprit froid et calculateur qui a immédiatement saisi l'opportunité de transformer un meurtre en accident tragique. La confession de Marc Delacroix résout enfin l'énigme qui a hanté la famille Blanchard pendant 17 années d'incertitude. Mais elle soulève également des questions troublantes sur la personnalité véritable d'Aurélie et la complexité de leur relation amoureuse. Les enquêteurs comprennent que la jeune femme n'était pas la victime innocente et candide que dépeignait l'enquête initiale, mais une personne capable de duplicité sentimentale et de manipulation affective. L'arrestation de Marc Delacroix provoque un véritable séisme dans les communautés d'Orléans et de Montargis, où l'homme jouissait d'une réputation irréprochable. Ses collègues de travail, ses voisins et ses amis peinent à croire que ce père de famille exemplaire et ce professionnel respecté puisse être l'auteur d'un crime aussi odieux. Cette révélation illustre douloureusement la capacité de certains criminels à construire une façade sociale parfaite pour dissimuler leur vraie nature. Carole Delacroix, l'épouse de Marc, traverse une crise psychologique majeure qui nécessite une hospitalisation temporaire. Cette femme de 38 ans, enceinte de 6 mois, découvre brutalement que l'homme qu'elle aimait et avec qui elle a fondé une famille est un assassin qui a menti sur son identité pendant 14 années de mariage. Cette trahison existentielle ébranle toutes ses certitudes et remet en question la légitimité de son bonheur conjugal passé. Le procès de Marc Delacroix s'ouvre le lundi 15 octobre 2012 devant la cour d'assises du Loiret, sous la présidence de Madame le Président Valérie Martin. Cette magistrate expérimentée de 48 ans dirige les débats avec la rigueur nécessaire à l'examen d'une affaire aussi complexe sur le plan psychologique et juridique. L'accusé, défendu par maître Jean-Pierre Lavoine, avocat pénaliste réputé d'Orléans, plaide la qualification de crime passionnel pour échapper aux lourdes sanctions prévues pour l'homicide volontaire avec préméditation. Henri Lefebvre, dont l'état de santé se dégrade rapidement,
témoigne depuis son lit d'hôpital grâce à une liaison vidéo autorisée exceptionnellement par la Cour. Le pêcheur mourant, amaigri par la chimiothérapie et affaibli par la progression de son cancer, livre une dernière fois son témoignage accablant avec une émotion palpable. Sa voix chevrotante mais déterminée décrit minutieusement les circonstances du crime et révèle l'intimidation systématique exercée par Marc pour préserver son secret. « Je regrette amèrement mon silence de 17 ans », déclare Henri au juré dans une déclaration poignante. « Ma lâcheté a prolongé le calvaire de cette famille et permis à un assassin de couler des jours heureux en toute impunité. Si je témoigne aujourd'hui malgré ma maladie, c'est pour honorer la mémoire d'Aurélie et rendre justice à ses parents qui ont tant souffert par ma faute. » Ces mots, prononcés avec une sincérité bouleversante, impressionnent profondément l'assistance et renforcent la crédibilité de son témoignage. Michel et Françoise Blanchard, vieillis prématurément par 17 années de souffrance, assistent au débat avec une dignité remarquable malgré la douleur que ravive chaque détail révélé sur l'assassinat de leur fille. Françoise, soutenue par son mari et son fils Sébastien, écoute sans faillir les révélations sur la double vie sentimentale d'Aurélie et les circonstances atroces de sa mort. Cette épreuve ultime, après tant d'années d'incertitude, leur apporte paradoxalement un soulagement. Ils connaissent enfin la vérité sur le sort de leur enfant. Le témoignage de Michel Blanchard devant la cour constitue un moment d'émotion intense qui marque profondément les jurés. Cet homme de 69 ans, usé par des années de recherches obsessionnelles et de faux espoirs, décrit avec une sobriété poignante l'impact destructeur de la disparition d'Aurélie sur sa famille. « Nous avons survécu 17 ans dans l'incertitude la plus cruelle », confie-t-il d'une voix tremblante. « Chaque jour, nous nous demandions si notre fille était encore vivante quelque part, si elle avait besoin d'aide, si nous aurions pu faire quelque chose de plus pour la retrouver. » L'enquête complémentaire diligentée après l'arrestation de Marc révèle des éléments troublants sur sa personnalité profonde et ses antécédents comportementaux. Plusieurs anciennes petites amies, contactées par les enquêteurs, témoignent de sa jalousie maladive et de ses tendances possessives qui s'exprimaient par un contrôle tatillon de leurs faits et gestes. Ces témoignages rétrospectifs dessinent le portrait d'un pervers narcissique capable de violences psychologiques et physiques quand ses désirs de domination sont contrariés. Carole Delacroix, citée comme témoin de moralité par la défense, révèle involontairement certains aspects inquiétants de la personnalité de son mari. Elle décrit un homme exigeant et perfectionniste qui supportait mal la contradiction et manifestait parfois des colères disproportionnées pour des motifs futiles. Il fallait toujours que tout soit parfait selon ses critères, confie-t-elle au juré. Je mettais ça sur le compte de son tempérament d'ingénieur, mais avec le recul, je réalise que c'était peut-être autre chose. L'expertise psychiatrique de Marc, réalisée par le docteur Philippe Lemoine, psychiatre expert près les tribunaux, révèle une personnalité narcissique pathologique associée à des traits psychopathiques préoccupants. L'accusé manifeste une absence totale d'empathie envers ses victimes et une capacité remarquable à manipuler son entourage pour servir ses intérêts personnels. Cette analyse psychologique éclaire rétrospectivement sa capacité à dissimuler son crime pendant 17 ans tout en menant une existence sociale apparemment normale. Le procureur de la République, maître Catherine Roussel, requiert une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire avec préméditation, soulignant la gravité exceptionnelle d'un crime suivi d'une dissimulation de 17 années. L'accusé n'a pas seulement tué Aurélie Blanchard dans un moment de colère, plaide-t-elle avec conviction. Il a organisé méthodiquement l'effacement de son crime, manipulé les enquêteurs, intimidé un témoin et laissé une famille se détruire dans l'ignorance de la vérité. Cette froide détermination dans le mal révèle une dangerosité exceptionnelle qui justifie une sanction exemplaire. Maître Lavoine, défenseur de Marc, tente de plaider les circonstances atténuantes en évoquant la provocation constituée par les révélations d'Aurélie sur sa grossesse adultérine. Mon client a certes commis un acte inexcusable, mais il était sous le choc d'une trahison sentimentale particulièrement cruelle.
argumente-t-il. Aurélie Blanchard n'était pas la victime innocente que décrit l'accusation, mais une jeune femme capable de manipulation et de mensonges qui a poussé Marc dans ses derniers retranchements. Cette stratégie de défense, qui consiste à retourner une partie de la responsabilité sur la victime, suscite l'indignation de la famille Blanchard et de l'opinion publique. Le verdict tombe le vendredi 26 octobre 2012, après 3 jours de délibération des jurés. Marc Delacroix est reconnu coupable d'homicide volontaire avec préméditation et condamné à 28 ans de réclusion criminelle, peine proche du maximum requis par l'accusation. Cette sanction sévère reflète la gravité exceptionnelle du crime et de sa dissimulation prolongée. Marc accueille le verdict sans émotion apparente, confirmant son absence totale d'empathie et de remords sincères. Henri Lefebvre s'éteint paisiblement le mardi 13 novembre 2012 à l'hôpital d'Orléans, emportant avec lui le soulagement d'avoir enfin révélé la vérité après 17 années de silence coupable. Ses obsèques, célébrées en l'église Saint-Pierre de Châteauneuf-sur-Loire, rassemblent une assistance nombreuse qui salue le courage tardif de cet homme simple qui a permis de rendre justice à Aurélie Blanchard. La famille Blanchard assiste à la cérémonie pour honorer la mémoire de celui qui leur a rendu leur fille, symboliquement du moins. L'affaire Delacroix-Blanchard suscite une prise de conscience dans les services d'enquête sur la nécessité de réexaminer certains accidents présumés qui pourraient dissimuler des crimes parfaitement orchestrés. L'adjudant-chef Giraud diligente une enquête rétrospective sur les noyades suspectes survenues dans la Loire depuis 20 ans, révélant plusieurs cas présentant des similitudes troublantes avec le modus operandi de Marc Delacroix. Cette investigation complémentaire met au jour 3 autres disparitions en milieu fluvial, qui avaient été classées comme accidents alors qu'elles présentaient des circonstances douteuses. Une étudiante de Blois en 1998, une secrétaire de Tours en 2003 et une infirmière de Saumur en 2007. Dans les 3 cas, les victimes entretenaient des relations amoureuses conflictuelles avec des hommes au profil psychologique similaire à celui de Marc. Ces découvertes révèlent l'existence d'un phénomène criminel sous-estimé. Les crimes passionnels déguisés en accidents de noyade exploitent la difficulté objective des enquêtes en milieu aquatique et la propension naturelle des familles à accepter l'hypothèse accidentelle plutôt que criminelle. Cette prise de conscience conduit à la création d'une cellule spécialisée dans la réexamen des noyades suspectes, innovation judiciaire directement inspirée par l'affaire Blanchard. Michel et Françoise Blanchard, enfin libérés de l'incertitude qui a empoisonné leur existence pendant 17 ans, entreprennent un difficile travail de reconstruction psychologique avec l'aide de thérapeutes spécialisés dans l'accompagnement des familles de victimes. Connaître la vérité sur le sort d'Aurélie, aussi douloureuse soit-elle, leur permet d'amorcer enfin un véritable processus de deuil et de retrouver progressivement goût à la vie. Françoise retourne enseigner à temps partiel au lycée Benjamin Franklin, où ses collègues et élèves l'accueillent avec une bienveillance touchante. Cette reprise d'activité professionnelle, après des années d'arrêt maladie, symbolise sa renaissance psychologique et sa volonté de tourner enfin la page du calvaire passé. Michel reprend ses sorties sur la Loire, mais cette fois pour accompagner des groupes de touristes découvrant les beautés du Val-de-Loire, transformant sa connaissance intime du fleuve en partage culturel positif. Le couple crée en 2013 la Fondation Aurélie Blanchard, dédiée à l'aide aux familles de personnes disparues et au financement de recherches spécialisées dans les enquêtes sur les noyades suspectes. Cette initiative, soutenue par de nombreux donateurs sensibilisés par leur histoire, perpétue la mémoire de leurs filles tout en aidant concrètement d'autres familles confrontées à des drames similaires. Sébastien Blanchard, devenu directeur informatique d'une entreprise orléanaise, se marie en juin 2014 avec sa compagne de longue date, Sophie Marchand. Le couple donne naissance en mars 2015 à une petite fille prénommée Aurélie, en hommage à la tante disparue.
Cette naissance apporte une joie immense aux grands-parents Blanchard qui retrouvent enfin un sens à l'avenir et l'espoir de voir leur descendance perpétuer la mémoire familiale dans la sérénité. L'affaire Blanchard transforme également les méthodes d'investigation de la gendarmerie du Loiret qui systématise désormais l'audition de tous les témoins potentiels lors de disparitions en milieu aquatique, même ceux qui ne se manifestent pas spontanément. Cette évolution procédurale, inspirée directement par le silence prolongé d'Henri Lefebvre, permet de débusquer plusieurs témoins réticents dans des affaires ultérieures et d'améliorer significativement le taux d'élucidation des crimes en milieu fluvial. Cette affaire nous montre comment un secret peut empoisonner des vies pendant des décennies et comment la vérité, même tardive, reste la seule voie vers la justice et la paix. Le courage d'Henri Lefebvre, malgré sa peur et sa culpabilité, a permis de rendre justice à Aurélie Blanchard et de libérer sa famille d'un calvaire de 17 années. Sa confession prouve qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs et honorer la mémoire des victimes. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Avez-vous perçu les signes inquiétants dans le comportement de Marc tout au long de la narrativa? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux affaires criminelles réelles.